Salut les élèves, nous allons aborder aujourd'hui chapitre 11. On va étudier activité 1 de et 3 de la page 118 à la page 123. Ce chapitre parle à propos du programme génétique des chromosomes et de karyotypage. Donc on va premièrement localiser le programme génétique. Donc, comme vous savez que tous les êtres vivants, animaux ou végétaux, sont formés de cellules. Donc, ces cellules contiennent en fait le noyau qui baigne dans le cytoplasme et dans le noyau de toutes les cellules existent des filaments qui sont les chromosomes. Donc, et ces chromosomes ne sont visibles que lorsque la cellule se divise, c'est-à-dire au moment de la division cellulaire. Seulement, on peut observer clairement les chromosomes. Donc, ces chromosomes, en fait, sont formés par de filaments d'ADN. Donc, ce sont des molécules d'ADN et cette molécule d'ADN porte divers gènes. Donc, plusieurs gènes sont portés par un même chromosome. Et ces gènes sont responsables d'un caractère héréditaire. Que veut dire caractère héréditaire? C'est-à-dire un caractère qui est hérité des parents aux descendants, comme par exemple la couleur des yeux, la forme du nez, donc la couleur de la peau. Donc cette couleur, par exemple, est déterminée par un gène situé sur une molécule d'ADN, c'est-à-dire situé sur un chromosome qui est localisé dans le noyau de la cellule. Donc, le programme génétique, où est localisé-t-il? Donc, il est localisé dans le noyau de la cellule et il porte toutes les informations génétiques, c'est-à-dire les informations héréditaires qui sont héritées des parents aux descendants. Donc, pour observer les chromosomes, on réalise en fait des préparations microscopiques sur des cellules en voie de division. Je répète, en voie de division parce que les cellules ne sont pas observables qu'au moment de la division cellulaire. Comme par exemple, on effectue des préparations sur des cellules de l'extrémité de la racine d'une plante ou par exemple sur les cellules souches de la moelle osseuse qui sont fréquemment divisées. Donc, on effectue cette préparation, on observe sous le microscope optique avec un agrandissement de 1400, donc des filaments qui sont épais et bien individualisés. Ce sont en fait quoi? Ce sont les chromosomes. Donc, pourquoi on dit filament épais bien individualisé et lors de la division cellulaire? Parce qu'en fait, on a des chromosomes qui sont décondensés sous forme de filaments. Lorsque la cellule est en dehors de division cellulaire, les chromosomes sont très fins et sont non visibles, donc incapables de la visualiser sous le microscope. C'est pour cela on observe les chromosomes lors d'une division cellulaire. Ces chromosomes décondensés, lorsqu'ils subissent une condensation, c'est-à-dire une spiralisation, devient quoi? Des chromosomes condensés. Vous voyez, les chromosomes condensés donc se spiralisent, donc s'enroulent et forment des chromosomes plus épais et bien individualisés. Donc, et sont plus courts, voyez-vous, sont plus courts que le chromosome du début qui est décondensé. C'est pour cela, lors de la division cellulaire, les chromosomes sont sous cet aspect. Donc, ils sont condensés et ils sont alors bien visibles. Donc, à propos de la structure d'un chromosome, sur un microscope électronique qui peut agrandir l'image jusqu'à 12 000 fois, on peut observer la structure et l'organisation d'un chromosome. Vous voyez que le chromosome est formé de quoi? De deux parties identiques, n'est-ce pas? Il est divisé en deux moitiés identiques. Donc, une autre belle observation, donc c'est un chromosome qui est formé, voyez-vous, de deux
moitiés. Donc, c'est la première moitié et c'est la deuxième moitié. Donc, deux moitiés identiques. Et ces deux moitiés, vous remarquez qu'ils sont reliés, sont réunis au niveau d'un point. Voyez-vous ici, donc encore, donc on a le chromosome, il est formé de deux moitiés identiques. On appelle ces deux moitiés, chaque moitié appelée chromatide. Donc le chromosome est formé de combien de chromatides? Il est formé de deux chromatides. Et ces deux chromatides ne sont pas séparés. Par contre, ils sont reliés, réunis au niveau d'un point. Ce point, on l'appelle centromère. Donc, pour l'organisation d'un chromosome, on voit que le chromosome est formé de deux chromatides. C'est la première chromatide et c'est la deuxième chromatide. Et ces deux chromatides sont réunis au niveau d'un point appelé centromère. Donc, que veut dire chromosome simple et chromosome double? On va distinguer entre ces deux termes. Donc, les chromosomes simples veut dire un chromosome qui est formé par une seule chromatide. Et si en dehors de la division cellulaire, lorsque la cellule n'est pas en division, donc on observe que les chromosomes sont formés d'une seule chromatide. Voilà, une seule chromatide en dehors d'une division cellulaire. Par contre, ce même chromosome, lors d'un cycle cellulaire ou division cellulaire, subit une duplication. Donc, duplication veut dire dédoublement. Donc, il devient double et alors on obtient un chromosome qui est appelé chromosome double. Pourquoi double? Parce qu'il est formé de deux chromatides. Donc, lors de la division cellulaire, le chromosome, vous voyez, il est condensé, c'est-à-dire bien visible, et il est formé de deux chromatides. Donc, il est un chromosome double pendant la division cellulaire. Donc, chromosome double, il est formé de deux chromatides réunies par un centromère. Alors que chromosome simple, en dehors d'une division cellulaire, il est sous cet aspect et il est formé d'une seule chromatide. Donc, pour résumer, qu'appelle-t-on programme génétique? C'est quoi un programme génétique? C'est un ensemble d'informations portées par les chromosomes qui déterminent les caractères héréditaires, les caractères, c'est-à-dire tout ce qui est observable et tout ce qui est donc observable, que ce soit phénotype, c'est-à-dire caractère vu, et des caractères, par exemple, physiologiques au niveau de l'organisme, par exemple, la sécrétion d'une certaine substance, par exemple, d'une certaine enzyme, etc. Donc, on répète, le programme génétique, c'est l'ensemble des informations portées, bien sûr, par les chromosomes et qui déterminent les caractères héréditaires transmissibles d'un individu à un autre. Il est localisé où, ce programme? Il est localisé dans le noyau de la cellule. Donc, qu'est-ce qu'un chromosome? Les chromosomes, ce sont des filaments contenus dans le noyau des cellules. Et ces chromosomes portent en fait des gènes. Un chromosome est formé de quoi à propos de son organisation? Est formé de deux chromatides qui sont réunies au niveau d'un centromère. Donc, qu'appelle-t-on maintenant gène? Un gène, c'est l'unité d'information génétique. Unité, c'est-à-dire qui exprime et qui code pour une information, donc pour un caractère héréditaire. Donc, voyez-vous par exemple ici un chromosome et sur ce chromosome sont répartis des gènes le long de ce chromosome. Par exemple, c'est le chromosome numéro 9. Donc, on voit des gènes ici, le gène qui dirige la fabrication des pigments de la peau, c'est-à-dire la mélanine, pour avoir une coloration de la peau. Gène dirigeant ici, c'est le gène qui dirige la digestion du lait. Ici, un gène qui dirige l'utilisation du fructose. En bas, on voit des gènes qui dirigent la fabrication des molécules A et B, c'est-à-dire du groupe sanguin. Vous avez le groupe sanguin A et B. Donc, vous remarquez que le chromosome est formé de deux parties, n'est-ce pas? Partie au-dessus du centromère et partie au-dessous du centromère. La partie au-dessus du centromère, on l'appelle bras court. Voilà, c'est le bras court.
alors que le fragment sous le centromère est appelé bras long. Voilà pourquoi long, parce qu'il est long. Donc, bras long au-dessous du centromère et bras court en dessus du centromère. Donc, maintenant, comment préparer un caryotype? Donc, et que veut dire un caryotype? Donc, principe et préparation. Donc, toujours, on travaille sur des cellules en culture pour qu'elles soient en voie de division. Donc, on utilise bien sûr un colorant pour colorer les chromosomes et on fait éclater les cellules parce que les chromosomes sont enfermés dans le noyau. Et il est nécessaire d'éclater les cellules pour obtenir les chromosomes. Donc, on obtient premièrement donc, la préparation microscopique, c'est la préparation microscopique observée au niveau du microscope. On a ici les chromosomes sont dispersés, vous voyez, sont dispersés aléatoirement. Donc, on va faire quoi maintenant? On va photographier la préparation du chromosome. Donc, on obtient une photographie. Donc, comme cette photo, vous voyez une photographie des chromosomes qui sont sur la préparation. Donc maintenant, pour obtenir le karyotype, on procède à un rangement des chromosomes. On va découper, ou bien manuellement, c'est-à-dire par un ciseau, ou par utilisation de l'ordinateur, les positifs photographiques. On va les découper pour obtenir un karyotype. Donc, qu'est-ce qu'un karyotype? Si vous voyez, le karyotype, c'est quoi? Donc, le karyotype est arrangé selon différents critères. Donc, premièrement, on groupe les chromosomes qui sont sur la photographie par paire homologue. Donc, ici, chaque chromosome existe en paire. Donc, il y a des chromosomes, par exemple, la paire du chromosome 1, donc présente deux chromosomes homologues. Et on a deux chromosomes homologues de taille plus petite à la taille du chromosome numéro 1. Et voilà, le chromosome ici est a une taille plus petite que le chromosome numéro 3. Donc, premièrement, dans un karyotype, on groupe les chromosomes par paire homologue selon la taille et la disposition du centromère. Donc, ce chromosome est de même taille de ce chromosome, donc on les groupe par paire. Que veut dire par paire? Un ensemble, c'est-à-dire de deux chromosomes. Donc, homologue, c'est-à-dire ce sont des chromosomes qui possèdent la même taille et la même position du centromère. Ici, par exemple, ces deux chromosomes sont homologues. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent la même taille, ils ont la même taille et la même position du centromère. De même ici, la même position du centromère et de même taille, c'est pour cela qu'ils sont groupés par paire, on l'appelle paire chromosomique homologue. Donc, on groupe premièrement les chromosomes par paire homologue selon la taille et la position du centromère, puis on dispose les paires chromosomiques par ordre de taille décroissante. Donc, vous voyez, on commence par le chromosome qui a la plus grande taille vers les chromosomes qui ont la plus petite taille. Donc, on dispose les chromosomes selon l'ordre de taille décroissante. À propos de ces chromosomes, paires de chromosomes, on va l'aborder plus tard. Voilà. Donc, et enfin, pour terminer le karyotype, on fait correspondre un numéro pour chaque paire chromosomique. Donc, c'est la paire numéro 1, il est composé de deux chromosomes homologues. C'est la paire numéro 2, il est composé de deux chromosomes homologues. C'est la paire 3, la paire 4, la paire 5 et ainsi de suite pour avoir 22 paires. Et enfin, on a la 23e paire ici. Donc, 23 paires donnent un nombre de 46 chromosomes. Donc, on travaille sur des cellules prélevées d'un tissu humain, c'est-à-dire chez l'espèce
humaine. Donc, on compte combien de chromosomes? On a 46 chromosomes chez l'espèce humaine. Donc, je répète, pour faire un karyotype, premièrement, on groupe les chromosomes par paire homologue selon la taille et la position du centromère. Deuxièmement, on dispose les chromosomes par ordre de taille décroissante, c'est-à-dire de la plus grande taille vers la plus petite taille. Et enfin, on attribue un numéro à chaque paire chromosomique. Donc, qu'est-ce qu'un karyotype alors? Donc, un karyotype, c'est un classement ordonné des chromosomes par paire homologue selon différents critères. Donc, le premier critère, c'est la taille. Donc, selon la taille des chromosomes, on les dispose par paire. Encore, la position du centromère. Vous voyez ici la position du centromère. Et le troisième point, si vous remarquez ici, on a des bandes sombres, noires, et des bandes qui sont blanches, en blanche, n'est-ce pas? Ces bandes noires, sombres, et bandes claires qui sont en blanche. Donc, par exemple, si je tiens ce chromosome, donc c'est l'homologue de quoi? Donc, sur cette photo, donc c'est l'homologue de 7 chromosomes. Comment je sais ça? Donc, premièrement, par la taille, de même taille, ils sont de même taille, vous voyez, même taille. Donc, même position du centromère et même disposition des bandes. Voilà, au centre, il y a une bande gris. Et voyez ici, bande gris. Donc, au sommet, il y a deux bandes, par exemple, ici, noire très grande. Donc, ici, c'est là. Voilà, donc encore par la disposition des bandes claires et sombres. Donc, pour l'espèce humaine, on compte 46 chromosomes. Vous voyez, donc on a 22 paires et c'est la 23e paire, donc 46 chromosomes, ou on peut dire 23 paires. Paire veut dire 2, donc 23 fois 2 égale à 46. Donc, maintenant des questions posées. Est-ce que le karyotype est-il le même dans toutes les cellules d'un même individu, c'est-à-dire dans les cellules musculaires, les cellules nerveuses, les cellules cutanées, les cellules osseuses? Est-ce que le karyotype est le même dans toutes les cellules? Laissons-nous voir. Donc, prenons ici le karyotype de cellule œuf. Vous savez que la cellule œuf, c'est la cellule issue de la fusion des gamètes, n'est-ce pas? Le gamète mâle, c'est-à-dire les cellules sexuelles mâles, spermatozoïdes, avec une cellule sexuelle femelle, ovule. Donc, la fusion de ces deux cellules, mâle et femelle, va donner une cellule œuf. C'est la première cellule à l'origine d'un nouvel individu. Donc, si vous voyez le karyotype, vous remarquez donc le nombre de chromosomes, c'est 46. Et c'est le karyotype, on a un autre karyotype à propos d'une cellule nerveuse. Donc, comparez ces deux karyotypes, vous remarquez que ces deux karyotypes sont identiques, même nombre et même forme des chromosomes, n'est-ce pas? Même forme et même nombre de chromosomes. Donc, encore un karyotype d'une cellule musculaire de cette même femme. On regarde, on remarque que ce karyotype est identique au karyotype de la cellule œuf et de la cellule nerveuse. Donc, on constate quoi? Que toutes les cellules de notre corps présentent le même karyotype. Maintenant, prenons le karyotype de gamète, le gamète femelle. Gamète femelle, c'est-à-dire ovule. Si on voit le karyotype, on remarque que chaque paire chromosomique, c'est-à-dire la paire numéro 1, présente seulement un seul chromosome, n'est-ce pas? Alors que dans une cellule de notre corps, c'est-à-dire une cellule corporelle, on les appelle encore cellules somatiques. Vous voyez, cellules somatiques, c'est-à-dire cellules corporelles qui peut être nerveuses, musculaires, cutanées et ainsi de suite. Donc, présentent 2 chromosomes homologues par paire, alors que dans un gamète, on voit seulement un seul chromosome dans chaque paire chromosomique. Donc, dans la paire numéro 2, on a un seul chromosome. Dans la paire numéro 3, on a un seul chromosome et ainsi de suite. Donc, le nombre de chromosomes ici est quoi? C'est 23. Donc, c'est la moitié du nombre de chromosomes dans une cellule somatique. Donc, on peut
arriver à un résultat que toutes les cellules de l'organisme possèdent le même karyotype, à l'exception des cellules quoi? Des cellules germinales, c'est-à-dire les cellules sexuelles, qui sont les gamètes mâles, spermatozoïdes et les gamètes femelles, ovules. Donc les cellules somatiques corporelles de notre corps, que ce soit nerveuses, musculaires, ont le même karyotype, différemment avec les cellules germinales qui sont les gamètes, où le nombre de chromosomes est réduit à moitié, c'est-à-dire on a ici 23 chromosomes, mais dans une cellule somatique on a 46 chromosomes. Une autre question, est-ce que le bagage chromosomique, c'est-à-dire le nombre et la force de chromosomes, est-il différent entre les individus de la même espèce? Donc, c'est par exemple les individus de la même espèce, espèce humaine, entre moi et toi, entre moi et mon père, entre moi et mon frère. Est-ce que le bagage chromosomique, le karyotype, est-il différent ou le même? On va voir. Donc ici, on a trois karyotypes. Le karyotype d'un père et le karyotype de son fils. Donc c'est une famille. Donc comparer les deux karyotypes, on constate que les deux karyotypes sont identiques par le nombre et la forme des chromosomes. Donc identiques par le nombre et la forme, mais bien sûr ne sont pas identiques à propos de l'information contenue dans chaque chromosome. On parle identique à propos de la forme et du nombre de chromosomes. Parce que le karyotype, en fait, c'est quoi? C'est la présentation photographique du nombre et de la forme des chromosomes. Donc, on a ici un karyotype d'un individu non apparenté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien de parenté avec cette famille. Vous remarquez que le karyotype est aussi similaire, semblable aux deux karyotypes précédents. Donc, on peut répondre à cette question maintenant. Est-ce que le bagage chromosomique est différent ou identique? On peut conclure que le bagage chromosomique est identique entre les individus de la même espèce. Donc, tous les karyotypes présentent 46 chromosomes et la même forme de chromosomes. Maintenant, la troisième question. Le karyotype est-il le même chez toutes les espèces? Est-ce que les karyotypes sont les mêmes dans toutes les espèces, c'est-à-dire dans l'espèce animale, dans l'espèce végétale et au sein de la même espèce, c'est-à-dire dans l'espèce animale entre poule et chat? On va voir. Donc vous voyez ici, la poule possède combien du nombre de chromosomes? Possède 32 chromosomes. De n égale 32. On va discuter de n et n plus tard. Donc, le nombre de chromosomes chez la poule, c'est 32. Alors, le nombre de chromosomes pour un chat, c'est 38. Pour un chien, c'est 78. Et pour l'homme, c'est 2n égale 46. Donc, est-ce que le nombre de chromosomes est le même? Est-ce que le karyotype est le même entre les différentes espèces? Bien sûr, non. Donc, maintenant, à propos des végétaux, est-ce que le nombre de chromosomes est le même entre les végétaux? Non. C'est 14 pour le pois, 36 pour tomate, maïs, 20 et ainsi de suite. Donc, on arrive à une conclusion que le karyotype varie d'une espèce à une autre. Donc, pour la notion de la diploïdie et haploïdie, on va distinguer maintenant entre une cellule diploïde et une cellule haploïde. Que veut dire ces deux termes? Donc, voyez-vous cet exemple. Ici, on a une préparation microscopique des chromosomes. C'est une femelle ici. Vous voyez le symbole de la femelle, c'est un cercle, donc un rond, avec un plus au-dessous. Alors que le mâle, on le représente par un cercle avec une flèche oblique. Voilà. Donc, cette préparation, on fait par cette préparation un karyotype. Donc, karyotype, c'est quoi? C'est un arrangement, classement ordonné de chromosomes par paire homologue. Donc, on choisit les chromosomes homologues et on les dispose par paire. Donc, c'est la paire numéro 1, c'est la paire numéro 2 qui est constituée par deux chromosomes homologues, paire numéro 3, encore deux chromosomes homologues, paire numéro 4 et la paire numéro 5 ici constituée par deux chromosomes homologues. Donc, on a combien est le nombre de chromosomes ici dans ce karyotype? Si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a 10 chromosomes. Ce karyotype est formé de 10
chromosomes. Donc, que veut dire alors donc dichromosome? Donc c'est une cellule, on l'appelle diploïde. Pourquoi diploïde? Parce que chaque paire, donc la paire numéro 1 est composée de 2 chromosomes homologues. La paire numéro 2 est composée de 2 chromosomes homologues. Donc c'est pour cela on le représente par 2n égale à 10. Que veut dire 2n? N, c'est le nombre de paires chromosomiques, c'est-à-dire 1, paire numéro 1, paire numéro 2, paire numéro 3, paire, c'est-à-dire le nombre de chromosomes différents. Combien de chromosomes différents on a ici? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, n ici égale à quoi? Le nombre de chromosomes différents égale à 5. Et 2 représente quoi? Le nombre de chromosomes par paire. Donc, chaque paire chromosomique contient combien de chromosomes? Il contient 2. Donc, c'est pour cela qu'on met 2. Et n, c'est le nombre de chromosomes différents. On a 5 chromosomes différents. Donc, 2 fois 5 égale à 10. 10, c'est le nombre alors total des chromosomes dans un karyotype. Voilà. Et pour le mâle, c'est le même. Voilà. Donc, par contre, dans une cellule haploïde, que veut dire haploïde? Donc, voyez-vous, donc la paire numéro 1 présente un seul chromosome, comme dans un gamète. Voilà, les cellules sexuelles. La paire numéro 2 présente un seul chromosome. Encore, la paire numéro 3 présente un seul chromosome. La paire numéro 4, un seul chromosome. Donc, puisque chaque paire est présentée par un seul chromosome, comprend un seul chromosome, alors cette cellule est haploïde. On parle alors de 1n égale à 5. Donc, avant n, il y a 1. Donc, n, c'est quoi? C'est le nombre de chromosomes différents. Donc, combien de chromosomes différents on a dans ce karyotype? On a 5 chromosomes différents. Et avant n, il y a 1 ici. 1 fois n, c'est n. Donc, 1 veut dire quoi? Que le nombre de chromosomes dans chaque paire est 1. Donc, 1n égale 1 fois 5 égale à 5. 5, c'est le nombre total de chromosomes dans ce karyotype et égale à 5. Donc, c'est une cellule, quoi? On dit c'est une cellule haploïde à n chromosomes. À n chromosomes qui est égal à 5. Donc, n, c'est la moitié de 2n. Donc, n au niveau d'une cellule sexuelle, c'est-à-dire une cellule germinale ou gamète, spermatozoïde ou ovule. Et 2n, c'est au niveau d'une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule corporelle, que ce soit musculaire, nerveuse, cutanée, de n'importe quel tissu. On l'appelle alors cellule diploïdie. Diploïde veut dire que chaque paire existe en 2 exemplaires. 2 exemplaires, c'est-à-dire 2 chromosomes homologues, 2 copies de chromosomes. Bien sûr que une copie est originaire de chaque parent, c'est-à-dire ce chromosome est d'origine paternelle du père et ce chromosome d'origine de quoi? De la mère, c'est-à-dire d'origine maternelle. Encore, pour la paire numéro 2, ce chromosome est d'origine paternelle lors de la fusion de gamètes, bien sûr. Ce chromosome d'origine paternelle et ceux d'origine maternelle. Pour la paire numéro 3, encore un chromosome d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Voilà. Donc, pour élucider l'idée encore à propos de n et n, à propos de la diploïdie et l'haploïdie, on va voir le karyotype d'une cellule somatique ici chez encore l'espèce humaine. Vous voyez ici une cellule diploïde. Pourquoi diploïde? Car chaque paire chromosomique comprend 2 chromosomes homologues, 2 exemplaires, 2 copies homologues. Voilà, et c'est une cellule haploïde, c'est une cellule sexuelle, gamète, c'est-à-dire c'est une cellule haploïde parce que chaque paire chromosomique existe en un seul exemplaire, en une seule copie. Il y a un seul chromosome dans chaque paire, vous voyez, un seul chromosome. Donc, le nombre de chromosomes est ici, la moitié du nombre de chromosomes ici. Donc, et puisqu'on parle d'une cellule de l'espèce humaine, donc on a 46 chromosomes et ici on a 23 chromosomes. Donc, c'est une cellule diploïde alors que cette cellule est haploïde présentant n chromosomes alors que la cellule diploïde présentant 2n chromosomes. Donc, cellule a 2n chromosomes. Voyez, 2 veut dire le nombre de chromosomes par paire, c'est-à-dire
le nombre de chromosomes par paire numéro 1 égale à 2. Pas le nombre de chromosomes dans dans la paire chromosomique 2 égale à 2. Dans la paire chromosomique 3, encore on a 2 chromosomes. Donc, ce nombre désigne le nombre de chromosomes par paire. N, maintenant, N veut dire quoi? N veut dire le nombre de paires de chromosomes. Donc, ici, on a nombre de paires, c'est-à-dire le nombre de chromosomes différents. On a ce chromosome 1, 2 qui diffère que par rapport à ce chromosome. C'est le chromosome troisième chromosome différent, c'est le quatrième chromosome différent, c'est le cinquième chromosome différent. Donc 1, 2, 3, 4. Donc le nombre de chromosomes différents, c'est N. Ici, c'est on compte combien? 23. Donc 2 fois 23 égale 46 chromosomes. Pour la cellule ici, c'est une cellule alors haploïde. Donc 46 c'est quoi? C'est le nombre total de chromosomes dans une cellule. Donc si on fait multiplier 2 par le nombre de chromosomes différents n, 2 fois 23 égale 46 et on obtient le nombre total de chromosomes dans une cellule. Pour la cellule maintenant haploïde, on a cellule à n chromosomes. Voilà, 1 veut dire que chaque paire existe en un seul exemplaire. Vous voyez, la paire numéro 2, un seul chromosome. La paire numéro 3, un seul chromosome. N, le nombre de chromosomes différents. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Le nombre de chromosomes différents, c'est, on a 23 chromosomes. Avec l'X ici, il n'y a pas Y. Donc il y a 23 chromosomes. Donc 23, c'est le nombre total de chromosomes dans cette cellule germinale. Donc, à la fin, quelle information nous apporte un karyotype? Pour terminer le karyotype, quelle information nous apporte un karyotype? Donc, on a ici un karyotype d'un chimpanzé, donc présentant 48 chromosomes, et un karyotype humain présentant 46 chromosomes. Donc, dans le karyotype humain, on a karyotype d'une femme et karyotype d'un homme. Donc, si vous comparez les deux karyotypes, vous remarquez que même nombre de chromosomes et même forme de chromosomes, à l'exception que la paire 23 chez la femme est formée par deux chromosomes quoi identiques, n'est-ce pas? Identiques par la forme, de même taille et même position du centromère. Alors, chez l'homme, on a deux chromosomes donc de différentes tailles. Donc, deux chromosomes de différentes tailles. Voilà. Par cette différence, on peut savoir donc le sexe de l'individu. Donc, si je vois un karyotype formé, donc la 23e paire est formée par deux chromosomes identiques, on dit directement que c'est le karyotype d'une quoi? D'une femme. Et si je vois un karyotype formé par la 23e paire de deux chromosomes différents, donc on dit directement que c'est un mâle. Donc, on peut déterminer le sexe de l'individu en regardant quoi? La 23e paire chromosomique, parce qu'il est différent entre la femme et l'homme. Donc, premièrement, quelles sont les informations que nous donne un karyotype? Premièrement, un karyotype peut nous renseigner sur l'espèce, c'est-à-dire l'espèce humaine et l'espèce ici chimpanzé. Comme on a dit, le nombre de chromosomes ici c'est différent que le nombre de chromosomes chez l'espèce humaine. Ici 48 et ici 46. Donc nous renseigne sur l'espèce par le nombre et la forme des chromosomes. Si vous contemplez à propos de la forme, par exemple le chromosome numéro 2 chez l'homme et le chromosome numéro 2 chez le chimpanzé, vous trouvez que le chimpanzé au niveau de la paire numéro 2, il est composé en fait de 4 chromosomes soudés 2 à 2. 4 chromosomes qui sont soudés 2 à 2. Donc cette forme est différente que cette forme au niveau du karyotype humain. Donc quelle autre information nous renseigne un karyotype? C'est le sexe de l'individu. Donc ici, dans la même espèce, on peut déterminer le mâle de la femelle en regardons la 23e paire chromosomique qui est différente entre mâle et femelle. Donc on peut déterminer le sexe à travers un karyotype et on peut savoir aussi en regardant un karyotype les anomalies. Que veut dire anomalie? Veut dire une altération ou quelque chose qui est anormal de nombre, dans le nombre
et de la structure, c'est-à-dire la forme des chromosomes. Parfois, on a un nombre, par exemple, dans les cas anormaux, un nombre 45 chromosomes au lieu de 46, ou bien un chromosome surnuméraire en excédent, c'est-à-dire 47 chromosomes au lieu de 46. Voilà, qui nous présente et détecte ça, c'est à travers un karyotype. Voilà. Même on peut avoir des anomalies concernant la forme des chromosomes. Par exemple, parfois, on peut trouver des chromosomes qui sont tronqués, c'est-à-dire une partie du chromosome est détachée, éliminée. Donc, c'est une anomalie. Et bien sûr, quand une partie de chromosome est éliminée, veut dire que des gènes sont perdus. Donc, les informations perdues, donc, ce qui va affecter les caractères de l'individu né. Donc, maintenant, on va parler des karyotypes normaux et après, on va aborder les karyotypes anormaux. Donc, laissons-nous commencer par ces deux karyotypes. On a ici le karyotype concernant l'espèce humaine toujours, karyotype d'une fille et c'est un karyotype de garçon. Premièrement, le karyotype est toujours formé par un nombre de 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes, où on dit de n égale 46 chromosomes. Donc, si vous comparez le karyotype de la fille à celui d'un garçon, vous trouvez que les paires chromosomiques numérotées de 1 jusqu'à 22, vous voyez 1, 2, 3 jusqu'à 22, et ici 1 jusqu'à 22, les paires chromosomiques sont quoi? Sont semblables dans les deux sexes. Donc c'est pour cela on va appeler ces paires chromosomiques, on les appelle autosomes. Donc de la paire 1 à la paire 22, les chromosomes entre les deux sexes, mâle et femelle, sont semblables. Donc on va l'appeler quoi? Autosome ou chromosome non sexuel. On va voir pourquoi. Donc, cependant, la 23e paire chromosomique ici et là, donc la 23e paire chromosomique diffère entre les deux sexes, c'est-à-dire entre la fille et le garçon. Donc, chez une fille, si vous contemplez chez une fille, les chromosomes de cette paire sont quoi? Sont semblables, n'est-ce pas, entre eux. C'est pour cela on les désigne par X. Donc, X, ce sont des chromosomes semblables. Voilà. Chez un garçon, la 23e paire, c'est quoi? Comprend un chromosome qui est semblable à celui de la fille. Donc, on l'appelle, donc alors on le désigne par X. Et un autre chromosome plus court que X. Donc, on le désigne par Y. Voilà, donc les chromosomes de la 23e paire, puisqu'ils sont différents entre les deux sexes, c'est-à-dire entre la fille et le garçon, donc on peut se baser sur la 23e paire chromosomique pour déterminer et identifier le sexe de l'individu. Donc, pour cela, on va l'appeler chromosome sexuel ou gonosome. Donc, la paire numéro 23, on va l'appeler gonosome ou chromosome sexuel, alors que les 22 paires chromosomes qui sont identiques entre la fille et le garçon, on l'appelle autosome. Donc, on va désigner pour la femelle les chromosomes sexuels XX, et pour le mâle, les chromosomes sexuels sont désignés par X, Y, avec toujours Y plus court que X. Si par exemple, dans la récitation, je demande par exemple de préciser le sexe de cet individu. Un karyotype, je ne sais pas s'il est pour une fille ou pour un garçon. Je demande de préciser le sexe de cet individu. Donc, on dit quoi? C'est une fille, car le karyotype présente deux gonosomes de même taille XX. Donc, je répète, donc c'est une fille parce que dans une détermination ou identification, on va y indiquer plus justifier. Donc, on ne dit pas c'est une fille et on arrête, voilà, et on m'arrête, voilà.
Donc, c'est une fille car le karyotype présente deux gonosomes identiques de même taille XX. Et pour ce karyotype, déterminer le sexe de cet individu, on dit c'est un garçon ou c'est un mâle. Quand on parle de l'espèce humaine, on peut parler à propos de garçons et filles. Mais si on parle des animaux, on dit mâle et femelle et pas garçon et fille. Attention à cette notion. Voilà. Donc, préciser le sexe de cet individu. Donc, c'est un mâle car le karyotype présente deux gonosomes différents X, Y. Donc, c'est un mâle car le karyotype présente deux gonosomes différents X, Y. Donc, maintenant, on va apprendre comment écrire une formule chromosomique. Si je demande d'écrire la formule chromosomique de cette fille, donc, la formule chromosomique comprend en fait le nombre de chromosomes présentés dans un karyotype. La formule chromosomique de cette fille est écrite comme ça. Cette fille possède 22 paires d'autosomes plus XX. 22 paires veut dire quoi? 22 fois 2 veut dire 44 autosomes. Plus XX. Donc 44 plus 2 égale 46. Donc c'est caractéristique de l'espèce humaine. Le nombre 46, c'est caractéristique de l'espèce humaine. Ou bien on peut l'écrire sous forme de quoi? 44 autosomes. Sans écrire 22 paires, on peut directement écrire 44 autosomes plus XX. Ou bien encore, on peut directement écrire le nombre de chromosomes 46, mais virgule XX. Et pas plus, car 46 plus XX aboutir à quoi? À 48. Donc 46, virgule, on présente le sexe de l'individu ici, XX. Voilà, 46, XX. Donc pour le mâle maintenant, la formule chromosomique c'est quoi? Donc pour s'entraîner plus, donc on a 22 paires autosomes plus XY bien sûr, ou on peut l'écrire sous forme de 44 autosomes, on multiplie 22 par 2, donc 44 autosomes plus XY, ou 46, c'est le nombre total de chromosomes, virgule XY. Donc on présente le sexe de cet individu, XY. Voilà donc, c'est à propos d'un karyotype normal qui possède 46 chromosomes et il n'y a aucune anomalie ou aucune altération ou anormalité dans la forme et le nombre de chromosomes. Donc, c'est un karyotype normal. Maintenant, à propos des karyotypes anormaux. Donc, à propos des karyotypes anormaux, on va prendre plusieurs cas. Donc, on a deux types des anomalies en fait dans un karyotype anormal. On a des anomalies qui touchent les autosomes, c'est-à-dire de type autosomal, donc c'est-à-dire dans les 22 paires autosomes, et des anomalies de type gonosomal, c'est-à-dire qui affectent les gonosomes. Commençons par les anomalies de type autosomal. Donc, type autosomal, c'est-à-dire affectant les 22 paires autosomes. Donc, la première anomalie, en fait, c'est le syndrome de Down, ou on l'appelle trisomie 21. Donc, contemplez maintenant le karyotype pour un enfant trisomique 21. Si vous contemplez bien le karyotype, quelle est l'anormalité, l'anomalie ici dans ce karyotype? Donc, vous regardez, chaque paire chromosomique existe en deux exemplaires, jusqu'à arriver à la paire 21. Vous remarquez que cette paire présente 3 chromosomes 21, n'est-ce pas? Il présente quoi? 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Donc, cette paire existe en 3 exemplaires. Donc, si je demande de préciser l'anomalie, donc on dit quoi? Préciser, indiquer, plus justifier. Puisqu'il a 3 chromosomes 21, on dit quoi? C'est une trisomie, c'est-à-dire 3 chromosomes touchant la paire numéro 21. Donc, c'est une trisomie 21. Préciser l'anomalie, donc c'est une trisomie 21 car le karyotype présente quoi? 3 chromosomes homologues 21 au lieu de 2. Donc, c'est une trisomie 21 car cet enfant présente 3 chromosomes identiques 21 au lieu de 2.
Donc, cette affection, en fait, donc, comme vous savez, l'affection va aboutir à des caractères anormaux parce qu'un chromosome excédentaire, surnuméraire, veut dire des informations supplémentaires portées par ce chromosome. Donc, ce qui est à l'origine, voilà, de caractères anormaux de cet individu. Les caractères anormaux ou communs, donc c'est un visage aplati. Vous regardez que le visage de cet enfant est aplati et arrondi. Une petite taille, un repli de la paupière, c'est-à-dire un repli ici vertical près du nez. Un seul pli dans la paume de main, vous remarquez un seul pli de la paume de la main avec un retard mental plus ou moins marqué. Et vous voyez que ses yeux sont en amande, donc ils ressemblent à une amande, voilà, et sont étirés, voilà. Donc, comme on a dit, donc, parce qu'on a une affection dans le nombre de chromosomes, ceci se traduit par des anomalies morphologiques et bien sûr physiologiques. Morphologique, c'est-à-dire dans le caractère observable, et physiologique, c'est-à-dire dans la fonction de la cellule. Donc, maintenant, le risque de naissance d'un enfant, en fait, trisomique dépend de l'âge de la mère. Voilà, donc le risque devient de plus en plus élevé lorsque l'âge de la mère dépasse 35 ans. Et si vous contemplez l'aspect de la visage, rappelle le type mongol. C'est pour cela, auparavant, il donne à cette affection le nom de mongolisme, qui réfère aux gens mongoliens qui ont cette forme de visage en fait normalement. Donc, pour écrire la formule chromosomique, comment écrire la formule chromosomique de cet enfant trisomique? En fait, le nombre de chromosomes ici, c'est quoi? Puisqu'on a un chromosome surnuméraire, excédentaire, bien sûr, le nombre de chromosomes devient 47 et pas 46. Voilà, comment écrire alors la formule chromosomique de cet enfant? Donc, on écrit 45 autosomes, donc au lieu de 44. Donc, le normal, c'est 44 autosomes. On a ici 45 autosomes plus XX. Donc, pourquoi XX? Car, en fait, c'est une fille. Donc, c'est une fille qui présente deux chromosomes sexuels homologues XX. Voilà, c'est une fille parce que le karyotype présente deux chromosomes de même taille XX. Ou bien, on peut l'écrire comment? Le nombre total de chromosomes ici, c'est quoi? C'est 47 parce qu'on a un chromosome excédentaire. Puis, on représente le sexe de cet individu, donc XX. Puis, virgule, et on écrit l'anomalie. Donc, c'est quoi l'anomalie? On a plus 21, c'est-à-dire un chromosome 21 en plus. Voilà, 47, le nombre total. Virgule et pas plus XX pour présenter le sexe de cet individu, c'est une fille. Virgule plus 21, c'est l'anomalie. Donc, on a bien sûr autres anomalies de type autosomal comme la trisomie 8, la trisomie 10, 13, 15 et ainsi de suite. En fait, les trisomies 13, 18 entraînent rapidement la mort de l'enfant. Entraîne rapidement la mort de l'enfant. Et bien sûr, on a beaucoup d'autres anomalies autosomales. Seulement, on prend ici la trisomie 21, c'est-à-dire et la trisomie 10 comme à titre d'exemple. Voilà, donc c'est la trisomie 21, on l'appelle aussi syndrome de Down. Pourquoi syndrome de Down? Ça relatif à un savant appelé Down qui décrit les symptômes de cette maladie pour la première fois. Donc, encore pour les on est aussi dans les karyotypes anormaux. Donc, deuxième type d'anomalies, on parle des anomalies de type gonosomique, c'est-à-dire les anomalies qui affectent les gonosomes. On a premièrement ici syndrome de Turner ou monosomie X, on va voir après. Et on a un autre syndrome qui est syndrome de Klinefelter. Que veut dire en fait syndrome? Syndrome veut dire des symptômes qui coexistent ensemble, comme on a vu chez l'enfant trisomique, des symptômes qui existent ensemble, comme les yeux en amande, les doigts courts,
par exemple, un seul pli de la paume de la main, un visage rond et aplati, c'est cet ensemble de symptômes qui existent chez un individu atteint de la trisomie. Donc, syndrome veut dire un ensemble de symptômes qui coexistent ensemble. Donc, commençons par le syndrome de Turner. Voyez-vous ce cariotype? Si vous contemplez bien ce cariotype est pour, bien sûr, toujours pour l'espèce humaine. Il est formé de plusieurs paires chromosomiques de 1 à 23. Donc, la paire numéro 1 contient 2 chromosomes homologues, la paire numéro 2, 2 chromosomes homologues, et il est classé en paires selon l'ordre de taille décroissante jusqu'à l'arrivée à la paire 23. La paire 23, vous remarquez qu'il existe un seul exemplaire. Il y a une seule copie du chromosome 23 qui est le chromosome X. Donc, on a un seul chromosome X ici. C'est pour cela qu'on l'appelle ici l'anomalie monosomie X, c'est-à-dire un seul chromosome sexuel, un seul gonosome X au lieu de deux. Si je demande de préciser l'anomalie, on dit qu'il s'agit de syndrome de Turner, on va retenir ça, les maladies, on va les retenir, syndrome de Turner, trisomie, syndrome de Klinefelter. Donc, syndrome de Turner, parce que le cariotype présente un seul chromosome X au lieu de deux. Donc, si je demande maintenant de préciser le sexe de cet individu, bien sûr, cet individu est une fille. Donc, quelle est la justification? Car le cariotype ne présente pas le chromosome Y qui détermine le sexe mâle, bien sûr. Si on a Y, alors directement on dit c'est un garçon, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est une fille parce que le cariotype ne présente pas le chromosome Y qui détermine le sexe masculin. Voilà, donc, à propos de la formule chromosomique, on écrit comme ça. Donc, on a ici, bien sûr, le nombre de chromosomes ici est quoi? Puisqu'on a un chromosome déficient, le nombre de chromosomes est ici 45. Le nombre total est 45. Donc, il n'y a pas d'anomalie à propos des autosomes. Donc, on a 22 paires autosomes plus X, parce qu'on a un seul chromosome sexuel. 22 paires, c'est-à-dire 44, plus X, donc le nombre total, c'est 45. Ou on peut l'écrire comme ça, le nombre total 45, virgule, et on présente le chromosome sexuel X. C'est la formule chromosomique pour une personne affectée par le syndrome de Turner. Donc, les personnes, en fait, affectées par le syndrome de Turner sont des personnes stériles. Que veut dire stérile? C'est-à-dire, c'est un individu qui ne peut pas se reproduire. Reproduire, c'est-à-dire ne peut pas donner des enfants. Voilà, il présente bien sûr, puisqu'on a un chromosome déficient, donc des informations aussi déficientes qui sont manquantes. Donc, cet individu va présenter, cette fille va présenter des caractères anormaux. Par exemple, on note à titre d'exemple, coupe palmée, petite taille, malformation rénale, malformation squelettique et ainsi de suite. Donc, on passe à la deuxième affection qui est l'anomalie du syndrome de Klinefelter. Donc, syndrome de Klinefelter, si vous contemplez le cariotype de cet individu, donc vous remarquez quoi? Donc, les chromosomes 1, paire chromosomique 2, normaux, donc jusqu'à arriver, bien sûr, quand on part des anomalies de type gonosomique, directement on passe au gonosome. Voilà, car on parle de type gonosomique. Les gonosomes ici, regardez qu'il y a 3 chromosomes au lieu de 2, n'est-ce pas? 3 chromosomes sexuels, 3 gonosomes au lieu de 2. Si je demande de préciser le sexe de cet individu, c'est un mâle, bien sûr. Justification, pourquoi? Car le cariotype présente le gonosome Y qui détermine le sexe mâle. Donc, car le cariotype présente le gonosome Y qui détermine le sexe mâle. Ici, fille, car le cariotype ne présente pas le chromosome Y qui détermine le sexe mâle. Donc, c'est un mâle ici, c'est un garçon. Donc, préciser l'anomalie, on dit, c'est le syndrome de Klinefelter parce que le cariotype présente 3 chromosomes sexuels X, X, Y au lieu
de 2. Voilà, 3 chromosomes X, X, Y au lieu de 2. Donc on a 2 X parce qu'ils sont homologues et un seul Y plus court que les deux autres. Encore, les personnes atteintes de cette affection sont des personnes en fait stériles. Voilà, donc on voit que s'il y a une variation du nombre de chromosomes à propos des chromosomes sexuels, toujours, les personnes sont toujours stériles. La formule chromosomique, on écrit comme ça, 22 paires d'autosomes, parce qu'il n'y a pas d'anomalie à propos au niveau des autosomes, plus XXY. 22 paires veut dire 44 autosomes, plus 3 chromosomes, donc on aura 47 chromosomes au total. Donc, c'est plus grand que 46 d'une personne normale. Ou on peut l'écrire, nombre total c'est 47, virgule et pas plus, virgule, on présente les chromosomes sexuels X, X, Y. Donc c'est comme une explication. Pourquoi 47? Car on a X, X, Y, 3 chromosomes sexuels. Donc on dit que c'est cette personne, c'est-à-dire ce garçon, toujours stérile. Et il présente bien sûr des caractères anormaux puisqu'il y a un chromosome surnuméraire excédentaire X. Donc bien sûr il y a des informations supplémentaires et ce qui est anormal donc va donner comme caractère anormaux une barbe rare, c'est-à-dire la pilosité est réduite chez cette personne, une peau fine et un retard psychomoteur, c'est-à-dire une faiblesse musculaire et il manque d'agressivité, combativité, donc il n'est pas une personne agressive. Si vous voyez que ces caractères ressemblent à à des caractères féminins, n'est-ce pas, aux filles, mais il faut faire attention, il ne faut pas confondre entre le syndrome de Klinefelter qui est l'origine de ce syndrome qui est une anomalie au niveau du nombre de chromosomes sexuels, des gonosomes, c'est-à-dire on a un chromosome sexuel X surnuméraire, excédentaire. Il ne faut pas confondre ce syndrome, cette anomalie chromosomique, à l'homosexualité, c'est-à-dire quand on parle de gay. L'homosexualité, en fait, c'est pas relatif à une anomalie du nombre de chromosomes. C'est pas parce que la personne présente XXY. Non. En fait, il y a plusieurs causes pour pour ce comportement pour les gens homosexuels. C'est pour peut-être, par exemple, psychique ou comportemental ou par exemple accidentel du fait d'un dysfonctionnement des glandes sexuelles chez cette personne. Voilà, donc on obtient des hommes homosexuels. Voilà, donc c'est un comportement pour les homosexuels, c'est un comportement sexuel féminin et pas une anomalie au niveau du nombre de chromosomes. Ici, pour la personne qui souffre d'un syndrome de Klinefelter, et il a des caractères féminins du fait de la présence d'un chromosome X surnuméraire, alors que l'homosexuel présente de comportements féminins et pas de caractère féminin. C'est-à-dire, il possède une pilosité normale, il possède une musculature normale, il possède une barbe. Voilà, il est agressif, mais le comportement, il va présenter toujours l'homosexuel un comportement du fait de la psychologie ou d'une détérioration de la fonctionnement d'une glande. Il présente un comportement féminin. Donc, voilà à propos des caryotypes anormaux. Donc, pour résumer tout ce qui précède, donc on va dire que la cellule présente dans le noyau 46 chromosomes pour l'espèce humaine. Ces chromosomes portent un programme génétique qui détermine les caractères d'un individu. Et ce programme génétique est porté par les chromosomes sous forme des gènes répartis sur les 46 chromosomes. Donc, on a le karyotype, on a des karyotypes pour le sexe
femelle et pour le sexe mâle. Ces deux karyotypes diffèrent seulement au niveau des gonosomes qui présentent deux chromosomes sexuels identiques pour la femme et deux chromosomes sexuels différents pour l'homme. Toute variation du nombre de chromosomes ou de la forme de chromosomes aboutit à des anomalies physiques et ou mentales, donc et on obtient à la fin un karyotype anormal. À la fin, j'espère que tout est clair dans cette vidéo. Essayez d'étudier les bilans avec les notes essentielles que vous prenez lors de l'explication. Vous devez faire comme devoir à la page 136 partie 2 seulement A et B, avec la page 137 et 138. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur eSchool ou un message privé sur WhatsApp. Et à la fin, merci pour votre attention et à bientôt.